D'abord, c'est une histoire d'amour. Pour moi, les pierres manifestent de façon visible des énergies. La lumière violette, la couleur violette, correspond au septième chakra, donc le chakra qui se situe au niveau de la couronne ici, et c'est l'harmonisation de toutes nos énergies au plus haut niveau spirituel. Donc quand je prends des pierres violettes, je cherche à m'harmoniser avec tout ce qui est là, et en même temps d'amener tout ce qui est là à un degré d'élévation spirituelle, d'harmonisation, de beauté, d'intelligence. Et en fait, donc, c'est aussi un symbole du Tantra, c'est l'intégration de nos polarités, l'intégration du feu, qui correspond aussi au sexe, à la force vitale, etc., et la sagesse, à la connaissance. Et j'ai une forme d'enseignement au sens large du terme, mais ce qui est vécu, donc les structures que je propose, les exercices que je propose, aussi bien que les éclairages, en fait, le mot enseignement est un peu peut-être trop sérieux, mais les éclairages que je peux donner à tel ou tel moment, c'est toujours dans ce qui me semble juste dans l'instant, et même plus que ça, ce qui coule en moi dans l'instant. Tout ce qui constitue la réalité de l'instant présent. Tout ça, ça influence et ça colore ce qui est transmis. Parce que ce qui est transmis est vivant. Pour le Tantra, c'est quelque chose de vivant. Ce n'est pas une croyance ou un ensemble de croyances, ce n'est pas une doctrine, c'est encore moins un dogme, c'est encore moins une secte. Il n'y a rien de tout cela dans le Tantra. Le Tantra, dans mon expérience et dans ce que je pratique et je transmets, c'est quelque chose de vivant, c'est une tradition vivante, spirituelle, qui est dans l'essence le souhait d'être entier, de se reconnaître avec l'ensemble de nos énergies, sans rien couper de soi-même. Beaucoup d'hommes souhaitent qu'il y ait plus d'activité sexuelle et beaucoup de femmes craignent qu'il y en ait. Et mon attitude, c'est de garder un juste milieu, je dirais, d'apprivoiser la sexualité en tant qu'énergie, en tant que base, racine de notre éveil intérieur. Et en même temps, il n'est pas besoin, et il n'est pas adapté justement dans notre contexte actuel, qui n'est pas celui de l'Inde il y a 7 ou 8 siècles, d'avoir des pratiques sexuelles. C'est vrai qu'il y a eu, pendant des siècles, en Inde, des ashrams tantriques, où des femmes et des hommes vivaient, souvent d'ailleurs séparément, mais se retrouvaient pour des pratiques sexuelles, dans le temple, dans une atmosphère vraiment sacrée, et avec des résultats d'éveil, ce qu'on appelle la Kundalini, de l'énergie intérieure la plus forte que l'on possède, qui se déploie à l'intérieur, tout au long de notre colonne vertébrale, jusqu'à vraiment nous connecter entre terre et ciel, et nous ouvrir parfois à des extases cosmiques ou à des réalisations du divin. Donc c'était possible dans ce contexte culturel de l'Inde, c'est pas possible aujourd'hui en France. Donc moi-même, comme d'autres animateurs de Tantra, on garde cette vision, on garde cette confiance de ce qui est possible de vivre, mais on emploie des moyens différents pour y arriver. Et souvent on s'inspire de méthodes tirées de la psychologie humaniste, de méthodes telles que le rebirth, la bioénergie, etc., pour ouvrir des portes sans avoir à passer directement par des pratiques sexuelles. Et en fait, en Inde, il y a traditionnellement la division entre deux approches du Tantra, ce qu'on appelle parfois la voie de la main gauche, ou la voie dite humide, et la voie de la main droite, ou la voie sèche. Dans la main droite, on a la voie sèche, avec des pratiques de type ascétique et des visualisations de divinité. On faisait l'amour avec à l'intérieur de soi, avec ces visualisations du divin. Donc souvent, les hommes se représentaient la déesse, par exemple Shakti, ou d'autres déesses, qu'ils adoraient en fait. C'était pas vraiment une question de faire l'amour, mais d'adorer la déesse. Et il y a tout un ensemble de pratiques très élaborées avec ça, dans le tantra bouddhiste, enfin d'inspiration plus bouddhiste, développée au Tibet. Beaucoup de ce genre de pratiques. On visualise une divinité, et peu à peu on se fond dans la divinité. Mais c'est purement un travail intérieur. Et il y avait l'approche dite de la main gauche ou de la voie humide, où les pratiquants, après souvent des années de préparation, et dans un cadre culturel, social et religieux dont on a à peine idée, extrêmement différent du nôtre, avaient des pratiques sexuelles, souvent très longues, où les hommes retenaient
parfois pendant des mois ou des années, leur éjaculation, et où l'énergie est complètement recirculée, justement dans l'ensemble du corps, et en particulier le long de la colonne vertébrale, dans le but d'atteindre cet état d'union avec le divin, à travers un contact sexuel différent, une qualité vibratoire entièrement différente avec un partenaire. Alors, la voie de la main gauche est connue comme plus rapide, plus directe. C'est que la présence d'un être en chair et en os permet de vraiment vivre ces expériences énergétiques de façon peut-être beaucoup plus rapide et immédiate qu'avec une image d'une divinité qu'on se construit peu à peu à l'intérieur. Avec aussi les risques de déviation, tout simple, c'est de rester à un niveau de sexualité ordinaire, ce qui n'a rien de mal, mais qui n'est pas l'essence du tantra. Donc en Inde, il y a eu ces deux courants, plus bien sûr beaucoup d'écoles et de mouvements divers, mais c'est essentiellement ces deux approches. Alors parfois on m'a demandé, toi qu'est-ce que tu fais? Donc la main gauche, la main droite, la voie sèche ou la voie humide, on dit aussi parfois le tantra blanc ou le tantra rouge. Et j'aime bien répondre, c'est le tantra rose, c'est la voie du milieu. Ce n'est pas des pratiques uniquement ascétiques et mentales, c'est pas des pratiques sexuelles où on passe à l'acte, c'est des pratiques avec un partenaire, mais avec une règle précise dans mes stages qui n'est pas de rapport sexuel, il y a un contact avec le souffle, avec le regard, avec certaines formes de massage, avec tout un travail énergétique qui se fait, qui peut ouvrir ce circuit intérieur, qui peut donner une première approche au moins, et en même temps, les gens qui viennent en couple ou qui retrouvent un partenaire peuvent ensuite, après un stage, pratiquer ces mêmes techniques au cours d'un rapport sexuel s'ils le souhaitent. Donc il y a une forme d'apprentissage, on peut dire, relativement plus neutre au cours des stages, que l'on peut continuer à vivre plus en soi-même, donc c'est plus proche du tantra blanc, si on peut dire, ou avec un partenaire, dans un rapport amoureux, ce serait plus du tantra rouge. Ce que je fais est assez souple et essaye de garder une ouverture dans les deux dimensions, la dimension intérieure de soi à soi et l'ouverture à un partenaire.